Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2005. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Brittany Nicole Loritz est née le 7 mai 1987 dans le comté de Forsyth, en Caroline du Nord. Elle était la fille d'Angela et Roderick. Cependant, avec le temps, les sentiments de ses parents l'un envers l'autre ont changé, et finalement leurs chemins se sont séparés. La raison de la rupture est inconnue, mais Roderick continuait de jouer un rôle énorme dans la vie de sa fille et était toujours près d'elle. Brittany a grandi à Salisbury et a terminé ses études secondaires là-bas en mai 2005. À l'automne de cette année, la jeune fille prévoyait d'entrer à l'université pour obtenir un diplôme dans le domaine de l'éducation. Brittany rêvait de devenir enseignante. Pendant toute son enfance à l'école, elle imaginait se tenir devant la classe et expliquer aux élèves un nouveau sujet. Et les enfants la regardaient avec de grands yeux ouverts et écoutaient chaque mot. Elle voulait que les leçons scolaires deviennent quelque chose d'intéressant pour eux, que les élèves attendent avec impatience l'arrivée du professeur en classe et le début de l'explication du nouveau sujet. Au collège, Brittany était assez sportive, pratiquait l'athlétisme et espérait rejoindre l'équipe universitaire à l'avenir. Elle était également bénévole à la Croix-Rouge américaine, chantait dans une chorale de jeunes et participait activement au conseil des jeunes serviteurs d'une église baptiste. Brittany sortait avec un étudiant, et tout dans sa vie semblait parfait. Cependant, ce qui se passait derrière les portes closes n'a été révélé que lorsque la tragédie s'est produite. À l'âge de 18 ans, Brittany vivait avec sa mère et son beau-père, et elle avait une demi-sœur, Asti, de quelques années sa cadette. Elles partageaient le même père, mais avaient des mères différentes. Malgré le fait que les filles vivaient dans des maisons différentes, elles étaient toujours très proches. Les sœurs parlaient littéralement au téléphone tous les jours. Brittany était la première personne avec qui Asti commençait sa journée et la dernière à qui elle parlait avant de dormir. Elles semblaient inséparables. Elles étaient également les meilleures amies. Ensemble, elles faisaient du cheval et du quad, partageaient des secrets et discutaient des garçons. Brittany était également très proche de son père, Roderick. Il parlait de sa fille comme d'un enfant spécial avec un cœur en or. Il l'appelait son ange. Les amis et connaissances connaissaient Brittany comme une fille modeste, préférant passer son temps libre à la maison et organiser des soirées familiales tranquilles avec ses proches. À l'époque, la jeune fille vivait dans une maison avec sa mère Angela et son beau-père, nommé Reginald Weeks, que tout le monde appelait Reggie. Sa famille était très religieuse, sa mère et son beau-père étaient des fidèles actifs de l'église. C'est pourquoi Brittany y allait toujours avec eux. Après avoir terminé l'école secondaire, Brittany a trouvé un petit emploi pour les vacances d'été, dans l'espoir d'économiser un peu d'argent. Chaque jour, elle travaillait dur, sachant que cette expérience contribuerait à sa croissance personnelle et à sa résilience. Dans l'ensemble, elle se trouvait à cette étape de sa vie où de nouveaux horizons s'ouvraient devant elle et où il y avait tellement de choses incroyablement excitantes et inconnues. Brittany avait récemment eu 18 ans. Elle entrait dans la vie adulte. La diplômée prévoyait de commencer à travailler pour construire sa future carrière. Elle rêvait, faisait des plans pour sa vie, était follement amoureuse de son petit ami. En somme, elle était dans cet état où toutes les portes sont ouvertes devant vous, mais c'était un avenir qu'elle ne pourra malheureusement jamais voir. Car à l'été 2005, Brittany a été retrouvée morte dans la maison de sa mère et son beau-père. La veille, la jeune fille avait appelé sa sœur Asti comme d'habitude. Les amis ont discuté des nouvelles en cours et se sont mises d'accord sur quand elles se reverraient la prochaine fois. Asti ne savait pas encore que cette conversation serait la dernière pour elle. Cela s'est passé le 11 juillet 2005, un jour qui avait commencé pour Brittany et sa famille comme n'importe quel autre jour. Les parents, Angela et Reggie, travaillaient tous les deux, donc ils se sont levés tôt le matin, se sont préparés et ont quitté la maison chacun pour ses affaires. Brittany est restée seule. Elle se prélassait dans son lit sans se presser pour aller nulle part. Reggie, âgé de 46 ans,
est rentré à la maison vers 16 heures pour récupérer des documents nécessaires pour le travail. Dès qu'il est entré, il a senti que quelque chose n'allait pas. La maison était dans un désordre total. Les tiroirs des armoires étaient ouverts, les portes grandes ouvertes, et des affaires éparpillées partout. Reggie et sa femme Angela étaient des personnes très propres et soignées, maintenant toujours l'ordre et la propreté dans leur domicile, et exigeant la même chose de leur fille. Ils n'auraient jamais quitté la maison en laissant un tel désordre. Reggie se promenait dans la maison en criant le nom de Brittany, voulant savoir ce qui s'était passé. Mais la jeune fille était introuvable, et il n'a pas obtenu de réponse. Alors l'homme s'est dirigé directement vers sa chambre où l'attendait une scène vraiment terrifiante. Sa belle-fille était allongée sur le lit dans une mare de son propre sang. Elle ne bougeait pas et ne réagissait pas à ses paroles. La jeune fille semblait endormie d'un sommeil mortel. Le beau-père s'est précipité vers le lit et a serré contre lui le corps immobile de Brittany, puis il a hurlé. Reggie travaillait dans l'entreprise de son père, avec leur aîné qui avait sa propre entreprise de construction. En ce moment, le père de Reggie était assis dans le camion à l'extérieur, attendant le retour de son fils qui était parti à la maison chercher des documents de travail. Le temps passait et Reggie n'apparaissait toujours pas. Puis un cri sauvage a retenti soudainement et le vieil homme s'est précipité vers la maison, ne fermant même pas la voiture. Il a trouvé son fils dans un état de choc et dès qu'il a appris ce qui s'était passé, il a appelé immédiatement les secours. En attendant l'arrivée des secours, Reggie a tenté désespérément de sauver la vie de Brittany en lui faisant un massage cardiaque. C'est à ce moment-là qu'Angela est revenue du travail et a été confrontée à une scène qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Malheureusement, lorsque l'ambulance est arrivée, il était déjà trop tard. Brittany était déjà morte. Les médecins n'ont pu que confirmer son décès. Les agents de la police de Salisbury sont arrivés sur les lieux peu de temps après. Il a été immédiatement établi que la jeune fille avait été victime d'un massacre brutal. Les premiers intervenants ont remarqué qu'elle avait une plaie perforante au cou. Apparemment, l'agresseur avait tenté de lui trancher la gorge, ce qui a provoqué un saignement aussi abondant. Le matelas et l'oreiller sous son corps étaient complètement saturés de liquide rouge foncé. Les enquêteurs ont immédiatement commencé à examiner les lieux de l'incident. La police a remarqué que tout ce sang était concentré au même endroit sur le corps de la jeune fille, juste en dessous. Il n'y avait aucune tache sur le sol, sur les murs ou ailleurs dans la maison. Cela a conduit à la conclusion que le criminel avait trouvé la jeune fille au lit et l'a poignardée sur place. Apparemment, Brittany n'avait même pas résisté. Il n'y avait aucune blessure défensive sur son corps. Si une bagarre avait éclaté, des gouttes de sang auraient certainement atterri sur les objets ou les murs à proximité. Rien n'indiquait une violente lutte entre elle et son agresseur. La police a immédiatement proposé une version expliquant pourquoi cela pourrait se produire. En plus du coup de couteau au cou de la jeune fille, ils ont également remarqué ce qui semblait être une marque de ligature. Très probablement, cela avait bloqué l'alimentation en air. Parmi les objets éparpillés sur le sol de la pièce se trouvait un cintre en fil métallique courbé. Ce cintre avait perdu sa forme initiale. Peut-être que le malfaiteur avait serré cet objet autour du cou de Brittany jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis l'a poignardée de toutes ses forces. Et comme elle était inconsciente, elle ne pouvait pas se défendre. C'est ainsi que la flaque de sang rouge s'était retrouvée sur son lit. Il a été noté que l'arme du crime avait été prise dans la maison et non apportée de l'extérieur. La police a inspecté la cuisine et a constaté qu'une paire de couteaux manquait. Toutes ces théories ont finalement été confirmées plus tard lors de l'autopsie. Le médecin légiste a déterminé que Brittany avait effectivement été étouffée avec un fil métallique, puis poignardée. La cause officielle du décès était une plaie par coupure au cou. De plus, le légiste a conclu que la jeune fille avait peut-être été victime d'un viol. Il y avait des ecchymoses caractéristiques en bas de son abdomen, indiquant qu'elle avait eu un contact intime avant d'être tuée. Cependant, aucun liquide séminal n'a été trouvé. L'agresseur avait apparemment utilisé un contraceptif. Le médecin légiste n'était pas sûr s'il s'agissait d'une relation intime consentie un peu plus tôt ou si quelqu'un avait abusé de son corps pendant qu'elle était inconsciente, ou peut-être que la victime ne savait tout simplement pas quoi faire ou était tellement effrayée qu'elle ne pouvait pas bouger et résister lorsque l'attaque avait eu lieu. Il n'y avait aucune preuve directe que Brittany avait été agressée,
car elle était entièrement habillée quand on l'a trouvée. Elle portait un haut de pyjama en soie et un pantalon, et en dessous, des sous-vêtements. Par conséquent, elle avait été attaquée plus tôt dans la même journée, le matin, après le départ de sa mère et de son beau-père. La jeune fille n'avait pas eu la possibilité de se changer et de se préparer pour une nouvelle journée. Dans la chambre de Brittany, tout comme dans le reste de la maison, c'était le désordre. Les tiroirs et les armoires étaient ouverts, et les vêtements et ses effets personnels étaient sortis des étagères et éparpillés partout. C'était la première chose à laquelle Reggie avait fait attention en entrant par la porte d'entrée. Les policiers ont également remarqué le désordre qui régnait dans la maison et ont d'abord supposé qu'il s'agissait d'un cambriolage. Peut-être les criminels ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Et en tombant par hasard sur la jeune fille, ils ont paniqué, puis ont décidé de se débarrasser d'un témoin gênant. Cependant, la version du cambriolage n'a pas résisté à l'examen critique. Tout d'abord, bien que la maison semblait avoir été fouillée à la recherche d'objets de valeur, rien n'a réellement été volé. Le téléphone portable de Brittany était introuvable, mais tout le reste était à sa place. Les bijoux, l'ordinateur, la télévision, même les cartes de crédit appartenant à Reggie et à Angela étaient visibles. Tout ce qui pouvait être converti en espèces était resté dans la maison. Dans ce cas, soit l'objectif de l'attaque était le meurtre, et le vol était entièrement une mise en scène pour embrouiller l'enquête, soit quelque chose de spécifique était recherché dans la maison, dont ni la police ni les propriétaires ne se doutaient. Deuxièmement, la théorie du vol n'a pas été confirmée, car lorsque les policiers ont vérifié les portes et les fenêtres de la maison, ils ont réalisé qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Par conséquent, la jeune fille connaissait l'agresseur et l'avait laissé entrer dans la maison ce matin-là. Brittany n'était pas du genre à ouvrir la porte à un inconnu, surtout qu'elle était seule à la maison. Ou bien le criminel avait sa propre clé. Dans ce cas, celui qui a pris la vie de la jeune fille était un membre de la famille. Bien sûr, lors de l'enquête, la police a examiné en détail les proches de Brittany, ce qui était une procédure standard. Les enquêteurs, au cours des 24 heures suivantes, ont parlé à tous les membres de son entourage, y compris son père Roderick, sa mère Angela, son beau-père Reggie et sa demi-sœur Asti. Le père de Brittany, Roderick, a pu être rapidement exclu de la liste des suspects. L'homme vivait séparément de sa fille et n'était pas dans la ville ce jour-là. Angela était au travail de 7 heures du matin à 15h30. Elle était partie tôt le matin et était rentrée plus tard dans la soirée lorsque le corps de sa fille a été découvert par la police. Ses collègues ont pu confirmer son alibi. Le beau-père de la fille décédée, Reggie, a déclaré qu'il était également au travail toute la journée. L'homme a fourni un compte rendu détaillé de ses déplacements et a même proposé de passer un test au détecteur de mensonges. Cependant, pour vérifier soigneusement son alibi, la police a eu besoin de plus de temps. La raison était que l'homme n'était pas resté assis toute la journée au même endroit. Il se déplaçait constamment d'un endroit à un autre, d'un chantier à un autre. Pendant que les policiers examinaient le rapport de ses déplacements ce jour-là, ils ont également poursuivi l'enquête dans d'autres directions. Lors de l'inspection initiale de la scène du crime, les enquêteurs n'avaient pas trouvé d'armes. Ils avaient confisqué le répondeur automatique, le linge de lit, le cintre en fil de fer, l'ordinateur et d'autres objets qui pourraient éclairer ce crime. Ils avaient aussi scellé la chambre de la jeune fille. Les criminologues avaient également prélevé du sang, des empreintes digitales, des cheveux dans la chambre de Brittany pour les analyser. Ils étaient convaincus que chaque indice recueilli pourrait jouer un rôle décisif dans la recherche du coupable. Les policiers avaient aussi interrogé les voisins, les personnes vivant dans la même rue où s'est produite la tragédie, et leur ont posé quelques questions. Avaient-ils remarqué quelque chose ou quelqu'un d'inhabituel ce jour-là? Et il y avait quelques personnes qui avaient dit avoir vu un homme courir le matin, le jour de l'attaque contre Brittany. Était-ce le criminel qui s'enfuyait après avoir commis un crime contre la jeune fille ou simplement un sportif qui faisait son jogging matinal? Cela restait un mystère. Aucun voisin n'avait prêté une attention particulière à cette personne, donc personne ne pouvait donner une description détaillée à la police. Malgré cet échec, les enquêteurs sont restés inflexibles dans leur quête de justice. Ils étaient motivés par le désir d'aider la famille endeuillée, qui avait subi une terrible perte. Aucun autre signalement de vol ou d'agression n'a été signalé dans ce quartier. Et la police penchait de plus en plus vers l'idée que l'attaque avait visé la future étudiante.
Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient d'étudier les personnes dans la vie de Brittany. Étant donné qu'il n'y avait aucun signe d'effraction, les enquêteurs étaient pratiquement certains que la jeune fille connaissait son agresseur. En plus de la famille, les enquêteurs ont vérifié tous les amis de Brittany, ainsi que tous ses intérêts amoureux, passés et présents. Brittany avait effectivement un petit ami au moment de sa mort. Elle sortait avec un garçon de l'université nommé Terry et disait être follement amoureuse de lui. Sa sœur, Asti, a déclaré qu'elle ne parlait que de lui en permanence. Elle était heureuse que ses sentiments soient réciproques et qu'elle soit la plus heureuse du monde. Cependant, malgré la relation qui existait entre les amants, la police considérait l'homme comme une personne intéressante pour l'enquête. Il lui a été demandé de se présenter au commissariat pour faire une déposition. Le jeune homme s'est immédiatement avancé et a déclaré qu'ils étaient en relation juste les derniers mois. Mais la dernière fois qu'ils s'étaient vus remontait à 1 ou 2 semaines. Terry était véritablement bouleversé par le décès de Brittany. La police a pu vérifier son alibi, qui s'est avéré plutôt convaincant. Par conséquent, le garçon a été exclu de la liste des suspects. Mais ils ont obtenu des informations intéressantes sur l'un des ex-petits amis de Brittany. L'attention des policiers a été attirée par un jeune homme que la jeune fille décédée avait rencontré il y a plusieurs années. Il s'est avéré qu'il avait eu des démêlés avec la justice. Les parents de Brittany ne l'aimaient pas du tout, ils pensaient que cet homme n'apportait que des ennuis à leur fille. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, un certain nombre d'événements intrigants sont apparus, compliquant encore davantage l'affaire. Angela a déclaré aux enquêteurs qu'il y a 5 ans, sa fille avait mis fin à une grossesse non désirée. Il s'est avéré qu'à cette époque, la fille avait entre 13 et 14 ans. Lorsqu'on a demandé à Angela, qui était le père de l'enfant, à naître, la femme s'est tue, et c'était désagréable de parler de cet épisode de la vie de sa fille. Il s'est avéré que c'étaient les parents qui avaient négligé quelque chose et n'avaient pas expliqué à la fille comment se comporter avec le sexe opposé. À partir de conversations avec les amis de la jeune fille, les enquêteurs sont arrivés à la conclusion que Brittany était tombée enceinte de son petit ami au passé criminel, Jérôme Buckler, et ils ont immédiatement appelé le gars pour l'interroger. Jérôme s'est montré très ému et a même fondu en larmes. Il a pleinement coopéré avec la police et était prêt à faire tout ce qui lui était demandé pour prouver son innocence. Le jeune homme a accepté sans réserve de passer un test polygraphique et a également volontairement fait don d'échantillons de cheveux et de sang. Apparemment, il avait très peur d'être derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Une fois de plus, la police a dû éliminer Jérôme Buckler des suspects. Quelle que soit son expérience, il était clair dans cette affaire. Tout conduisait au fait que l'enquête se dirigeait peu à peu vers une impasse. Les suspects s'éloignaient un à un, mais cela n'a pas duré longtemps. Très vite, un être cher de la vie de Brittany s'est soudainement retrouvé en tête de la liste des criminels présumés. Et c'était son beau-père Reggie. Après le premier interrogatoire, lorsque Reggie avait expliqué en détail aux enquêteurs ses déplacements au cours de la journée de travail, il avait promis de se rendre au commissariat de police pour donner des échantillons d'ADN. Cependant, le jour venu, il ne s'est tout simplement pas présenté. Reggie n'est pas arrivé à temps, même si l'heure avait été convenue à l'avance. Les policiers, clairement déconcertés, se sont rendus chez lui, convaincus que l'homme avait simplement oublié, à cause de la tragédie familiale, qu'il devait se rendre au poste de police et fournir des échantillons d'ADN et des empreintes digitales. Reggie a répondu qu'il ne voulait plus donner d'échantillons. Puis il a informé les policiers qu'il avait engagé un avocat et que tout contact ultérieur devrait passer par son avocat. C'était très suspect. Bien sûr, Reggie avait tout à fait le droit d'engager un avocat et de refuser de donner un échantillon d'ADN, car il n'avait pas été arrêté et aucune accusation n'avait été portée contre lui. Mais cela semblait étrange à la police. Si une personne est innocente, ne ferait-elle pas tout son possible pour rétablir la justice pour un être cher? Si Reggie n'avait rien à cacher, pourquoi aurait-il engagé un avocat? Si l'homme n'était pas impliqué dans l'agression de sa belle-fille, ne voudrait-il pas le prouver? Ce jour-là, les enquêteurs sont repartis les mains vides. Ils devaient revoir l'itinéraire de Reggie dans la ville le jour de l'attaque de Brittany. Et lorsqu'ils se sont penchés sérieusement sur cette affaire, ils ont découvert de nombreuses incohérences dans le récit du beau-père. Selon ses dires, ce matin-là, il est sorti de la maison vers 7 heures, et il a
juste après le départ de sa femme Angela pour le travail. En réalité, Reggie était la dernière personne à avoir vu Brittany en vie. Ensuite, il s'est rendu successivement sur 2 différents chantiers de construction, a visité un magasin de quincaillerie et enfin, la dernière chose qu'il devait faire ce jour-là était de rencontrer une cliente potentielle nommée Amanda Scott. La femme prévoyait de rénover sa salle de bain. C'est pourquoi Reggie devait rentrer chez lui rapidement et prendre quelques documents de travail pour cette rencontre. Reggie avait dit au policier qu'il était très bouleversé en voyant le visage pâle de Brittany. Il avait littéralement attrapé Brittany et la serré contre lui, incapable de croire ce qui s'était passé. Cependant, il n'y avait pas une goutte de sang sur les vêtements de l'homme sur les photos de la scène du crime. C'était étrange, compte tenu du fait qu'il avait tenu le corps dans ses bras. Mais pourquoi aurait-il menti à ce sujet? Bien sûr, pour que tout paraisse comme s'il était un beau-père aimant et attentionné qui était dévasté par la mort de la jeune fille. Peut-être que cela faisait partie de la dissimulation de ses véritables sentiments, mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Selon Reggie, il pratiquait la respiration artificielle sur sa belle-fille en attendant l'arrivée des secours. C'est ce que le répartiteur du service d'urgence lui avait conseillé de faire, mais d'après le rapport d'autopsie de Brittany, le légiste n'a trouvé aucune preuve que des tentatives de sauver Brittany avaient été faites. C'était donc une autre chose sur laquelle Reggie avait menti. Mais les preuves étaient indirectes, il fallait plus de preuves pour arrêter Reggie et porter des accusations. C'est pourquoi les policiers ont vraiment approfondi son alibi. Dans l'histoire de Reggie, il est sorti de chez lui vers 7 heures du matin et n'est revenu que peu de temps avant 16 heures, affirmant qu'il était absent toute la journée. Mais 2 témoins ont confirmé avoir vu Reggie le matin, s'asseoir dans sa voiture, se rendre à l'intersection, faire demi-tour et retourner chez lui. Pour une raison quelconque, Reggie n'avait pas mentionné cela à la police dans ses déclarations initiales. La prochaine fois qu'il avait été vu ce jour-là, c'était par une employée des services postaux. Elle livrait des journaux et avait rencontré Reggie pendant l'heure du déjeuner lorsqu'elle livrait le courrier chez lui. L'employé a déclaré que Reggie ne ressemblait pas à lui-même. Il avait l'air très contrarié, nerveux et un peu sur les nerfs. Le beau-père de Brittany avait également omis de mentionner cette rencontre. Les paroles de la factrice ont été confirmées par un voisin qui avait parlé à Reggie près de sa maison vers 11 heures du matin ce jour-là. Les policiers se sont également rendus sur les chantiers de construction où Reggie travaillait et ont parlé à ses collègues. Un des employés s'est souvenu que ce jour-là, Reggie avait brûlé quelque chose à l'intérieur d'un seau puis avait jeté le contenu dans une poubelle. Cela a beaucoup intéressé les enquêteurs. Ils ont vérifié la poubelle et y ont trouvé un téléphone portable. L'appareil était très brûlé, mais l'expertise a montré qu'il appartenait auparavant à Brittany. C'était la seule chose qui manquait dans la maison, et maintenant on l'a retrouvé brûlé dans une poubelle près du chantier où travaillait le beau-père de la jeune fille décédée. Incroyablement, les preuves contre Reggie ne se sont pas arrêtées là. Amanda Scott, la prétendue cliente potentielle que Reggie devait rencontrer dans l'après-midi du 11 juillet, n'existait en réalité pas du tout. Reggie avait précédemment déclaré à la police qu'il avait parlé plusieurs fois à Amanda Scott au téléphone, discutant des détails de la rénovation à venir. Il avait besoin de documents de travail et c'est pourquoi il était rentré chez lui avec son père, où il a découvert le corps de sa belle-fille. Cependant, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve que Reggie avait jamais été en contact avec une personne nommée Amanda Scott. Ils n'ont pas non plus trouvé de preuve de l'existence de cette femme. Il semblait que Reggie l'avait simplement inventée. Il avait besoin d'une raison de revenir à la maison avec son père. Il voulait que son père soit là quand il découvrirait le corps de Brittany, afin d'avoir un alibi. Rassemblant toutes ces preuves, les policiers se sentaient absolument certains que l'homme qui avait ôté la vie à Brittany était son propre beau-père, l'homme qui était censé aimer et protéger la jeune fille. Et bien que l'identité du criminel était maintenant claire, les policiers ne comprenaient tout à fait pas pourquoi il l'avait fait, ce qui le motivait, quel était le motif de vouloir la mort de sa belle-fille. Cependant, ce sont les amis proches de Brittany qui ont fait la lumière sur cette affaire. Ils ont expliqué que la relation entre la jeune fille et son beau-père ne pouvait pas être qualifiée de normale. Brittany détestait Reggie parce qu'il essayait de contrôler tous les aspects de sa vie. Il lui disait ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire, qui elle pouvait voir
et avec qui elle pouvait passer du temps. L'homme interdisait même à Brittany de rencontrer sa sœur Asti. Cependant, la jeune fille méprisait son beau-père non seulement à cause de son caractère autoritaire, mais aussi parce qu'elle avait tout simplement peur de lui. Brittany avait tout simplement peur de lui. Lors d'un incident, l'homme l'avait attaquée et l'a forcée à avoir des relations sexuelles. Après cette relation sexuelle non consentie, Brittany en a parlé à une de ses amies. Mais celle-ci s'est mise en colère et a menacé d'attirer l'attention des autorités. Brittany s'est empressée de se rétracter en suppliant son amie de garder le secret. Il n'y avait aucune preuve factuelle que le beau-père avait déjà agressé sexuellement sa belle-fille. Mais les abrasions au niveau du bas-ventre sur le corps de la défunte signifiaient qu'elle avait peut-être été agressée sexuellement. Brittany avait peut-être trop peur de ce que Reggie pourrait faire lorsqu'il apprendrait l'existence de la plainte à la police et avait donc réduit la conversation avec son ami à une plaisanterie stupide. La question pressante qui restait sans réponse était de savoir si le crime avait été planifié à l'avance ou s'il était le résultat d'une vive dispute. Les enquêteurs ont rassemblé une séquence d'événements glaçantes qui s'était déroulée ce jour fatal. Ils ont supposé qu'une dispute violente avait éclaté entre Brittany et Reggie ce matin-là, évoluant en bagarre physique. Reggie voulait avoir les rapports sexuels avec Brittany, mais cette dernière a refusé puis a menacé Reggie de le dénoncer. Dans un état de colère, l'homme a perdu le contrôle de lui-même et a eu recours à des mesures radicales. Il a forcé sa belle-fille sur le lit en utilisant un cintre métallique. Lorsque la jeune fille a perdu connaissance, il a paniqué et, réalisant la gravité de ses actes, a décidé de finir ce qu'il avait commencé en la poignardant au cou. Poussé par la peur et le désespoir, Reggie a mis en scène la scène de crime pour dissimuler la véritable nature de son acte monstrueux. Et puis, pour embrouiller davantage l'enquête et effacer les traces, Reggie a tenté de simuler un acte sexuel avec un objet contondant. Pourquoi exactement il a fait cela n'est pas clair. Qui sait comment son esprit dérangé fonctionnait à ce moment-là. Angela et Reggie, réalisant l'ampleur du scandale qui éclaterait autour d'eux lorsque le public apprendrait les détails de l'affaire, ont immédiatement demandé une assistance juridique. L'échantillon d'ADN de Reggie n'a pu être prélevé qu'après l'intervention d'un juge ayant émis l'ordonnance correspondante. Un peu plus d'un mois après le crime du 12 août 2005, Reggie a été arrêté pour suspicion de meurtre de Brittany, âgée de 18 ans. Pour les proches de la jeune fille, il était insupportable d'apprendre que l'homme qui lui avait pris la vie ce jour-là était son propre beau-père. Bien que tout au long du procès, la mère de Brittany, Angela, ait été aux côtés de son mari, le soutenant inébranlablement malgré les preuves accablantes. Elle niait simplement tout ce qui se passait. Apparemment, elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait avait tué sa fille. Reggie a rapidement compris qu'il était inutile de nier la force des preuves. Il a fait une déclaration de culpabilité d'Alford, une décision qui lui a permis de préserver son innocence tout en reconnaissant les preuves irréfutables contre lui. Sinon, il aurait risqué la peine de mort ou la réclusion à perpétuité. Le procès a duré plusieurs mois. La communauté observait avec impatience, retenant son souffle en attendant la révélation de la vérité. En 2008, Reginald Weeks a été condamné à la peine maximale de 11 ans et 8 mois de prison et en janvier 2015, il a été libéré conditionnellement dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Il a été réincarcéré en 2016 pour violation de sa liberté conditionnelle. Cette affaire a attiré une attention considérable et a été présentée dans plusieurs émissions de télévision sur le crime, où les détails de l'enquête et les secrets de famille ont été exposés. Il semblerait que cette jeune fille innocente avait subi les abus sexuels de son beau-père plusieurs fois. Sa mère le savait apparemment, mais étant une mauvaise mère, elle n'avait rien fait pour aider sa fille, ce qui est très triste. L'enquête a été difficile, en partie à cause de la coopération limitée de la mère de Brittany, Angela qui voulait à tout prix couvrir son mari. L'affaire Brittany Loritz reste une histoire tragique, pleine de questions et d'incompréhension. Cette affaire souligne l'importance de prendre au sérieux les signes de violence domestique et d'abus. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.